Elle n'est pas autorisée à combattre, ricana l'instructeur. Mais elle ne dit rien, se contentant de relever ses cheveux, révélant un tatouage à l'encre noire à la base de son cou, un symbole que seuls quelques rares soldats de toute l'armée américaine avaient jamais gagné. Lorsque l'Apache décolla, le colonel l'avait vu et tout changea. Bienvenue dans les histoires humaines. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous aujourd'hui? Et quel est ce moment où quelqu'un vous a totalement sous-estimé? Le soleil du désert martelait le tarmac en béton de Fort Rains, tandis qu'un tourbillon de poussière dansait paresseusement entre deux longues rangées d'hélicoptères garés. Le rugissement des doubles rotors résonnait au loin, et l'odeur du carburant d'aviation, de l'huile de moteur et du sable brûlant flottait lourdement dans l'air. À l'extrémité de la ligne de vol, près d'une rangée d'Apaches élancés, une femme se tenait seule, les mains gantées, le visage ombragé sous une casquette délavée. Un clipboard dans une main, une clé à molette dans l'autre. Tout le monde l'appelait Wren. Pour la plupart, elle n'était qu'une mécanicienne parmi d'autres. Une contractuelle civile, supposaient certains, d'autres la remarquaient à peine. Elle gardait ses cheveux attachés en un chignon lâche sous sa casquette, portait son uniforme légèrement entrouvert pour contrer la chaleur et se déplaçait dans les hangars et les ateliers comme un fantôme, silencieuse, concentrée, invisible. Son nom n'apparaissait sur aucun tableau de service des équipages de vol. Son dossier ne mentionnait aucun badge de combat. Ses heures de vol étaient classées comme non opérationnelles. Ainsi, le mensonge était devenu pratique pour ceux qui l'entouraient. Elle n'était pas pilote. Elle n'était même pas autorisée à s'asseoir dans un cockpit. C'était du moins la version officielle. La plupart des jeunes officiers de Fort Rains n'avaient aucune idée de qui elle était vraiment. Ils ne posaient pas de questions. Ils supposaient que Wren avait été affectée à la maintenance à cause d'un remaniement administratif ou d'une faveur bureaucratique. Quelques-uns l'avaient vue travailler seule sur un hélicoptère démonté bien après le coucher du soleil, les manches retroussées, les bras tachés de graisse, les doigts bougeant avec une précision chirurgicale. Ils hochaient la tête, plaisantaient peut-être sur un talent gâché, puis continuaient leur chemin. Mais s'ils avaient observé attentivement, vraiment observé, ils auraient peut-être remarqué la manière dont elle se déplaçait autour d'un Apache, non pas comme quelqu'un qui l'entretient, mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il peut faire. Dans le bâtiment des opérations, l'air était frais et stérile. Les écrans clignotaient avec les horaires de vol, des cartes numériques des zones d'entraînement environnantes et des mises à jour météo. Un groupe de jeunes diplômés de l'école de pilotage s'appuyait contre le mur près des distributeurs automatiques, riant à voix basse. « Regardez ça !» murmura l'un d'eux, désignant la porte vitrée alors que Wren entrait. « C'est la fille qui traîne autour de la baie des simulateurs. Elle pense qu'elle peut être des nôtres ?» Un autre ricana. « Elle est à la maintenance. Elle nettoie probablement les manettes. » Wren ne leur accorda même pas un regard. Elle passa devant eux, le dos droit, déterminé, et disparut dans le couloir menant au hangar de simulation. La porte se referma derrière elle avec un clic. Dans la salle des simulateurs, l'un des instructeurs seniors, le major Grant, terminait une session avec un lieutenant nommé Burke, un pilote audacieux de la côte Est qui n'avait jamais échoué une seule simulation de combat en 6 mois. Il riait en revoyant les images d'une simulation de vol. Sur l'écran, l'Apache de Burke exécutait une manœuvre serrée dans un canyon simulé avant de décharger une salve de Hydra 70 sur un convoi ennemi. Wren se tenait silencieusement à l'écart. Le major Grant remarqua sa présence après un instant. « Je peux vous aider ?» dit-il, sans cacher son scepticisme. Elle hocha la tête. « Je demande du temps de simulation. » Grant haussa un sourcil. « Vous n'êtes pas sur le planning. Vous n'êtes même pas inscrite comme stagiaire. Je suis qualifié. Ce n'est pas ce que dit votre dossier. » Elle ne répondit pas. Elle attendit, calme, posée. Grant échangea un regard avec Burke. « Comment vous appelez-vous déjà? »« Wren. » Elle ne donna pas de nom de famille. L'instructeur inclina la tête. « Vous n'êtes pas de l'armée, n'est-ce pas? » « Je l'étais. » Il laissa échapper un rire sec et dédaigneux. « Bien sûr. Et moi, j'étais Elvis. » Burke esquissa un sourire. « Allez, mon commandant, donnez-lui une chance. Voyons ce que la femme de ménage a dans le ventre. » Grant hésita. Puis, peut-être amusé à l'idée d'humilier quelqu'un qui visait trop haut,
Il tapa sur la console. D'accord, 2 minutes. Scénario d'engagement solo. Terrain de canyon. 5 cibles hostiles. Pas de briefing préalable. Allons-y. Wren entra dans la cabine sans hésiter. La porte se ferma avec un sifflement. Un instant plus tard, la salle des simulateurs s'illumina. Burke se pencha vers Grant. On parie? Elle en touche une avant de s'écraser. Grant secoua la tête. Elle ne décollera même pas. Mais l'écran s'alluma et l'Apache prit vie. Pas seulement en vol, mais se déplaçant avec une confiance tactique fluide. Inclinaison, lacette, accélération. Chaque commande était exécutée avec une intuition qui demandait des années de vol en combat pour être maîtrisée. Le terrain simulé défilait à basse altitude. 5 marqueurs rouges apparurent sur le radar, représentant des unités blindées ennemies en mouvement. Wren ajusta l'altitude, changea de vecteur et plongea dans une vallée étroite où la perte de signal radar la rendait momentanément invisible. Le sourire de Grant s'effaça. « Elle utilise le masquage du terrain », murmura-t-il. Burke fronça les sourcils. « C'est une manœuvre de niveau 1. Où diable a-t-elle appris ça? » Un missile se verrouilla et tira. Impact direct. Deuxième, troisième. Chacun avec une précision chirurgicale. En 90 secondes, les 5 cibles hostiles étaient éliminées. La simulation s'arrêta. L'écran devint noir. Pendant un instant, la pièce resta silencieuse. Puis la porte de la cabine s'ouvrit et Wren en sortit, l'expression inchangée, comme si elle venait de terminer une checklist. Grant se redressa. « Où avez-vous été formé exactement? »« Je ne l'ai pas été, » répondit-elle, avant de passer devant eux pour sortir. Ce n'est qu'une fois qu'elle fut partie que Burke remarqua la marque noire délavée à la base de son cou, juste sous ses cheveux attachés. Un tatouage, simple, austère. Une insigne que presque personne en dehors d'une unité spéciale classifiée ne reconnaîtrait. Les yeux de Burke s'écarquillèrent. « Mon commandant, ce n'est pas une civile. » Grant ne dit rien. Mais ce soir-là, il passa un coup de fil à quelqu'un avec des étoiles sur son col. Sous le soleil brûlant du désert du Nouveau-Mexique, le bourdonnement des machines résonnait à travers la base. Les clés tachées de graisse cliquetaient contre le métal, tandis que les techniciens s'affairaient sous les pales et les fuselages. Parmi eux, il y avait Liv. Elle ne portait pas de grade. Elle parlait peu. Et personne ne savait comment elle s'était retrouvée à travailler dans le hangar des hélicoptères de la base militaire. La plupart supposaient qu'elle était juste une contractuelle civile, peut-être une ancienne pilote ratée avec un talent pour les moteurs. Et Liv ne faisait rien pour les détromper. Son uniforme était celui des contractuels sur site, une combinaison bleu marine légèrement entr'ouverte pour lutter contre la chaleur, révélant une fine cicatrice le long de sa clavicule, à peine visible sous son débardeur blanc. Ses cheveux étaient attachés en une queue serrée, mais quelques mèches blondes s'échappaient sous sa casquette. Ses yeux, verts comme des traceurs d'artillerie, scrutaient chaque boulon qu'elle resserrait, chaque ligne hydraulique qu'elle reconnectait. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait passé une vie entière autour des aéronefs, chaque mouvement efficace, précis, automatique. Mais pour les soldats qui passaient devant les portes du hangar, elle n'était qu'une mécanicienne. « Salut, Grease Monkey !» plaisanta un pilote un jour. Elle n'avait même pas levé les yeux. Ce jour-là commença comme tous les autres, jusqu'à ce qu'un appel de briefing retentisse dans l'intercom. Une équipe de reconnaissance avait perdu contact à l'extrémité d'une zone d'entraînement près de la crête montagneuse. Les rapports étaient vagues. Peut-être une panne de communication, peut-être pire. Avec seulement 2 Apaches opérationnels sur la base en raison de la maintenance programmée, l'urgence se transforma en chaos. Le colonel Harris fit irruption dans le hangar, ses bottes de combat résonnant sur le béton. Sa voix tonna par-dessus le bruit des outils. « Quel Apache est le plus prêt à voler? » Liv essuya ses mains et s'avança. « Vin, le numéro de queue Sept Delta est prêt. Il faut un contrôle des systèmes et quelqu'un qui peut gérer sa répartition de poids sous la chaleur du désert. » Harris ne la regarda même pas. « J'ai demandé un hélico. Pas votre avis. Où est votre superviseur? » « Absent pour 2 jours. Je suis la technicienne senior de service. » « Eh bien, vous n'êtes pas autorisé pour le combat ou le vol. Préparez-le, c'est tout. Je trouverai quelqu'un qui peut le piloter. »
Liv ne répondit pas. Elle retourna à l'hélicoptère et commença le contrôle final des systèmes. Hydraulique OK, armement OK, diagnostics clairs. Elle entendit des éclats de voix dans le bureau du colonel. 2 officiers subalternes débattaient de qui avait assez d'heures de vol. L'un s'était évanoui pendant l'acclimatation à la chaleur la semaine précédente. L'autre n'avait pas piloté un Apache hors des simulateurs depuis 6 mois. Liv soupira. Elle marcha jusqu'au cockpit, grimpa dans le siège du pilote avec la facilité de la mémoire musculaire et lança la checklist finale elle-même. Sa main hésita une seule fois lorsqu'elle atteignit le panneau des interrupteurs auxiliaires. C'est alors que le tatouage apparut. Ce n'était pas juste un dessin. C'était un symbole subtil, stylisé, ancré sur le côté de son cou comme un murmure du passé. Un poignard fantomatique entre 2 pales de retour. Quiconque avait servi dans l'aviation des opérations spéciales le reconnaîtrait. Et c'est exactement ce qui se passa. Le sergent-chef Booth, un logisticien avec plus de déploiement qu'il n'en laissait paraître, passa juste au moment où Liv enfilait son casque. Il s'arrêta net. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Madame, d'où vient ce tatouage? » Elle baissa les yeux et ajusta son col. « Juste quelque chose que j'ai récupéré. Pourquoi? » Booth ne dit rien. Il tourna les talons et courut jusqu'au bureau du colonel sans frapper. Quelques secondes plus tard, Harris sortit en trombe, les yeux fixés sur Liv comme s'il la voyait pour la première fois. Il regarda l'Apache, les systèmes allumés, la checklist signée électroniquement avec un indicatif familier et ancien. Ghost Knife 6. « C'est quoi ça? » Liv le regarda, calme. « Vous aviez besoin d'un pilote. L'hélico est prêt. » Harris allait répliquer quelque chose quand Booth se pencha pour lui murmurer à l'oreille. Harris blêmit. « C'est vrai? » demanda-t-il, la voix plus basse. « Vous avez volé sous les ordres du colonel Draper à Taji? » Liv ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. « Montez dans ce foutu appareil! » aboya Harris au reste de l'équipe. « Elle prend la tête. Suivez son hélico. » Les rotors commencèrent à tourner. Les turbines hurlèrent, mordant l'air du désert, avec une férocité qui réduisit au silence tous les doutes persistants sur la ligne de vol. Liv actionna le collectif, les patins de l'Apache se soulevant du béton dans un mouvement fluide qui trahissait la masse de l'appareil. La poussière tourbillonna sous le fuselage, fouettant les murs du hangar tandis que les rotors principaux taillaient un cercle discipliné de vent brûlant. 2 copilotes nerveux dans l'hélicoptère de poursuite s'efforcèrent de suivre, leur bavardage perçant le réseau de communication en rafales agitées. Vérification d'altitude, lecture de couple, prières à demi murmurées. Liv ne parla qu'une seule fois. « Formé sur Mont 6, 2 appareils en quinconce. Silence radio sauf si vous voyez des éclairs de canon. » Elle s'inclina vers l'avant, le nez plongeant vers les plaines d'argile cuite qui s'étendaient jusqu'au contrefort. L'Apache bondit, le disque des rotors s'inclinant, les moteurs s'installant dans ce grondement profond et rassurant que seuls les pilotes qui font confiance à leur machine comme une extension de leur corps connaissent. 10 secondes plus tard, elle franchit le premier point de navigation sans hésitation, sans recalcul. Les écrans du cockpit brillaient en vert. Chaque système fonctionnant comme s'il avait attendu des années pour ce vol précis. En bas, le désert se brouillait, entraîné rouillé, les broussailles éparses défilant à 150 nœuds. Devant, des affleurements rocheux déchiquetés se dressaient comme des dents brisées. Quelque part au-delà de ces crêtes, un Humvee de reconnaissance gisait silencieux, sa dernière transmission interrompue en plein milieu d'une phrase. Les renseignements électroniques avaient repéré 3 pick-up hostiles sur des trajectoires convergentes. Le commandement voulait des yeux sur place. Liv avait l'intention de leur donner bien plus que cela. Elle prévoyait de ramener le convoi à la maison. À 50 pieds au-dessus du sol, elle vira à gauche, l'Apache se glissant entre 2 flèches de grès. L'hélicoptère de poursuite suivait, son pilote écarquillant les yeux, luttant contre l'instinct de grimper. La voix de Liv crépita. « Restez bas! Utilisez le terrain! Les équipes SAM ne gaspillent pas de missiles sur des ombres qu'ils ne peuvent pas verrouiller. » Le pilote derrière elle se stabilisa, la peur cédant à la concentration. Elle franchit la dernière crête et le vit. Une fine colonne de fumée s'élevant dans une vallée peu profonde. Le Humvee à moitié dissimulé sous un surplomb de schiste. Pas de mouvement, pas de voix.
La zone d'atterrissage était un piège mortel. Une seule sortie étroite. Des hauteurs sur les deux flancs. Parfait pour une embuscade. Liv réduisit les gaz. Les rotors battaient lentement, lourdement. Le canon de nez suivait la crête est. Les optiques thermiques s'activèrent. Des signatures thermiques apparurent. 3, peut-être 4 silhouettes armées se déplaçant à travers les broussailles, convergeant vers le véhicule immobilisé. Elle passa sur le canal privé. Poursuite 1, orbite haut à droite. Couvrez ma sortie. Je balais. Reçu. Ghost Knife 6. Le ton du pilote avait changé. Fini le scepticisme, remplacé par du respect. Appuyant sur l'indicatif qui avait surgi d'un dossier trop classifié pour apparaître sur les registres réguliers, Liv vira à bâbord, donna un coup de queue et plongea l'Apache dans le creux de la vallée, le souffle des rotors déchiquetant la colonne de fumée. Les combattants ennemis se dispersèrent, l'un trébuchant sur la crosse de son fusil alors que des obus de 30 mm déchiraient la crête derrière lui. Des tirs d'avertissement, assez proches pour calciner la roche et les nerfs. Elle pivota à gauche, le canon aboyant en courtes rafales chirurgicales qui firent s'effondrer des corniches de schiste et envoyèrent 2 combattants courir vers un abri qu'ils n'atteindraient jamais. « Équipe Havoc! Vérification radio! » Sa voix traversa la bande large. Une réponse rauque répondit immédiatement. « Blessé mais vivant. Reçu. Ghost Knife. 2 morts, 1 blessé léger. On ne peut pas bouger. Pneus déchiquetés. Restez en place. » Elle cabra, plaça l'Apache en vol stationnaire, les roues à peine au-dessus du sol. La porte latérale s'ouvrit. Son chef d'équipage sauta, sprintant vers le Humvee sous la tempête assourdissante des rotors. Les yeux de Liv ne quittèrent jamais la lunette thermique. 2 hostiles restants se précipitèrent vers un pick-up technique à l'entrée de la vallée, pivotant une mitrailleuse en position. Elle orienta le canon, tira 3 rafales. Le bloc moteur explosa. Le mitrailleur disparut dans un nuage de poussière et de flammes. 30 secondes plus tard, la voix de son chef d'équipage crépita. « Colis à bord! Lancez la fumée! » Une brume violette s'épanouit sous le vent. Liv augmenta le collectif, l'Apache s'élevant, le couple atteignant son maximum. Elle se glissa entre les crêtes, pivota sur le vecteur de fuite et poussa la puissance au maximum. L'hélicoptère de poursuite la suivit, son compartiment cargo accueillant désormais un sergent blessé tenant des équipements de communication brisés. Ils franchirent les montagnes en 5 minutes. Le silence radio ne fut brisé que par les mises à jour essoufflées du médecin. Derrière, une seule colonne de fumée noire marquait le site de l'embuscade. Le véhicule ennemi brûlait sous le soleil de l'après-midi. Devant, Fort Rains scintillait comme un mirage. Liv réduisit les gaz, laissant l'hélicoptère de poursuite atterrir en premier. Les médecins sprintaient déjà sur le tarmac. Elle tourna une fois, aligna l'approche finale et posa l'Apache aussi doucement qu'un murmure. Les moteurs ralentirent. La poussière retomba. Une foule se rassembla. Mécaniciens, officiers de vol, même des fantassins aguerris qui quittaient rarement leur baraquement. Le colonel Harris se fraya un chemin à travers eux. Casque sous le bras, visage indéchiffrable. Liv détacha ses sangles, descendit l'échelle, ses bottes frappant le tarmac avec un bruit sec. Harris s'arrêta à 2 pas, immobile un instant. Aucun ne parla. Puis son regard se posa sur son cou, où le bord du tatouage de poignard et de rotorse, désormais strié de sueur et de sable, était visible. Sa mâchoire se détendit. « J'ai volé avec un Ghost Knife une fois, » dit-il doucement. « Province de Helmand, 2009. Ils ont sauvé mon peloton. » Liv croisa son regard. « Ce pilote m'a tout appris. » Harris hoqua la tête, un mouvement lent et mesuré de respect. Autour d'eux, les murmures enflèrent, les rumeurs se transformant en certitudes. La mécanicienne n'était pas une mécanicienne. La femme discrète n'était plus anonyme. Elle avait volé dans un engagement en direct, extrait une unité coincée et ramené tout le monde à la maison sans une seule perte amicale. Elle l'avait fait dans un appareil que certains sur la base considéraient comme obsolète, sous un indicatif qu'on pensait enterré sous des ratures à l'encre noire. Harris prit une inspiration, sa voix portant à travers la foule silencieuse. À partir de ce moment, le capitaine Reynolds est réintégré au statut de vol et assigné à la tête des opérations Apache.
Toute objection peut être adressée à moi. Son regard balaya les spectateurs. Personne ne parla. Liv exhala, le poids des années s'allégeant sur ses épaules. Elle jeta un coup d'œil à l'Apache, poussiéreux, marqué, encore vibrant de chaleur résiduelle. Elle tendit la main, passa une main gantée le long du fuselage. La machine lui avait redonné des ailes. Elle lui avait donné un but. Quelque part derrière elle, des turbines rugirent alors qu'un autre hélicoptère roulait. La base retrouva son mouvement. Mais dans cette poche étroite de silence autour du tarmac, le respect s'installa comme une rosée du soir. Les sceptiques en avaient assez vu. Et le silence portait désormais une tonalité différente, celle de la reconnaissance, voire de la gratitude. Liv se tourna vers le hangar, casque de vol sous le bras, prête pour le débriefing, prête pour la mission suivante. Elle ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le ciel était à nouveau ouvert, et tout le monde sur la base comprenait une vérité simple. Le talent ne s'efface pas, et les légendes ne restent jamais clouées au sol longtemps. Tout avait commencé par une question. Le genre compose sans réfléchir. « Madame », dit le caporal Diaz, courant vers Liv alors qu'elle était à mi-chemin du hangar. « Comment saviez-vous pour la fréquence de vibration juste en l'entendant? » Liv se tourna lentement, ses yeux verts se posant sur lui une seconde, comme si elle calculait quelque chose. « Ce n'est pas juste entendre, » dit-elle. « C'est familier. » Diaz rit légèrement. « Vous êtes sûr que vous n'étiez pas militaire avant? » Elle ne rit pas en retour, ne dit rien. Elle tapa simplement la clé qu'elle tenait 2 fois contre sa cuisse. À l'intérieur du hangar, Liv ferma la porte roulante, seule à nouveau. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de souvenir. Elle tendit la main vers sa boîte à outils, mais ses yeux dérivèrent vers le casier dans le coin, celui avec le cadenas renforcé, celui qu'elle n'avait pas ouvert depuis près de 8 ans. Dehors, les choses s'intensifiaient. Le colonel était enfin arrivé, grand, large d'épaules, un pilote à l'ancienne qui valorisait les grades et les réputations plus que l'intuition. Il marcha sur le tarmac avec une grimace gravée sur le visage, aboyant des questions à Diaz et aux autres sur ce qui venait de se passer. « Quelqu'un a dit que la mécanicienne avait contourné les diagnostics, » grogna-t-il. « Elle n'a pas contourné, mon colonel, » dit Diaz. « Elle a corrigé, elle a sauvé l'hélico, en fait. » Le colonel n'aima pas cette réponse. Il marcha droit vers le hangar, poussant la porte. Liv, elle l'attendait, calme, droite. Quelque chose dans sa posture était différent. Moins civil, plus autre chose. « Monsieur, » dit-elle platement, « j'ai entendu dire que vous avez désactivé le verrouillage. Qui a autorisé? » « Moi. Vous n'avez pas cette autorité. » Liv marqua une pause, puis s'avança. Elle s'arrêta juste devant lui et dit quelque chose de bas, calme et contrôlé. « Votre checklist aurait grillé la turbine. Demandez à votre chef technique si vous ne me croyez pas. » Le colonel parut abasourdi. « Pardon? J'ai écrit cette checklist il y a 12 ans. » Il la fixa. « Quoi? » Liv s'écarta et ramassa un dossier scellé. Il était usé, les coins pliés, mais la couverture portait encore l'insigne délavé d'une division d'opérations classifiée aujourd'hui inactive. Elle le lui tendit. À l'intérieur, son DD-214 original, une décharge honorable, une désignation de pilote, autorisé pour les opérations en zone noire, et un second document, un dossier expurgé d'un programme de contractuel de la CIA. La bouche du colonel s'entr'ouvrit légèrement alors qu'il parcourait la page. « Vous êtes Ghost Pilot K-93. » Elle hocha la tête une fois. « Ce n'est pas possible. K-93 a disparu en 2017. » Liv releva le bord de son col. Un petit tatouage reposait juste sous la courbe de son cou. Un corbeau stylisé, ailes repliées, une ligne de code binaire en dessous. Le colonel recula d'un pas. Dehors, quelques techniciens avaient commencé à se rassembler. Le mot se répandait vite. Diaz fut le premier à entrer. « Mon colonel, nous l'avons cherché. Son nom n'est dans aucune base de données militaires publiques. »« Bien sûr que non, » marmonna le colonel. « Elle n'était pas censée exister. » Il se tourna vers Liv. « Pourquoi êtes-vous ici? » Liv exhala lentement. « Parce que quelqu'un doit garder ses oiseaux en vol, et je pensais pouvoir le faire discrètement. » Le colonel secoua la tête. « Après ce que vous avez fait à Kandahar et Séoul,
Vous êtes juste parti. Je ne suis pas parti. J'ai été effacé, rayé des registres. Martial sans procès. Son visage était livide, sa posture rigide, sa fierté brisée. C'est vrai? Demanda quelqu'un. Vous avez abattu un convoi à Koboul sans radar, sans escorte? Eden ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le colonel leva la main pour calmer la foule. Capitaine Jensen, aboya-t-il. L'homme se raidit. À effet immédiat, vous êtes se relevé de votre commandement en attendant une révision. La réaction fut instantanée. Pas un son, pas une protestation. L'équipage au sol se dispersa avec un respect silencieux, comme une marée se retirant après une tempête. Eden se tourna pour retourner vers le hangar, mais Hargrave n'avait pas fini. « Vale !» appela-t-il. Elle s'arrêta. Il hésita, puis le dit. « Nous avons besoin de pilotes, de vrais, ceux qui ne craquent pas sous la pression. Vous êtes gâchés sous une clé à molette. » Elle le regarda, les yeux ardents. « Je ne vole pas pour la gloire, mon colonel. Vous n'avez pas à le faire, répondit-il. Voler, c'est tout. Ils ont besoin de vous. » Eden se tourna vers le hangar. Elle ne répondit pas, mais elle ne dit pas non non plus. Des semaines plus tard, la base avait retrouvé son rythme, mais quelque chose dans son pouls avait changé. Un nouveau nom résonnait dans les hangars, transmis entre les recrues comme un mythe devenu réalité. Ce nom n'était pas Eden Vale, c'était Echo. C'était l'indicatif que le Pentagone avait rétabli. Un nom qui apparaissait autrefois dans des rapports d'action expurgés, dans des notes de bas de page secrètes et des reconnaissances murmurées par des hommes qui devaient leur vie à quelqu'un qu'ils ne pouvaient jamais nommer. Elle avait été effacée. Maintenant, elle était une légende. Elle n'avait pas demandé de cérémonie. Elle ne portait pas les nouvelles ailes qu'ils lui avaient données. Elle se présentait à peine aux briefings matinaux, sauf si elle avait quelque chose à dire. Mais plus personne ne la remettait en question, car quand elle parlait, tout le monde écoutait. Le tatouage sur son cou, autrefois caché sous la graisse et les cheveux, était désormais toujours visible. Elle ne le couvrait plus. Non pas parce qu'elle avait besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle n'avait plus à se cacher. C'était de la différence. Elle n'avait pas changé. Eux, si. Un matin, un groupe de jeunes pilotes était rassemblé devant le bâtiment des simulateurs. Ils étaient bruyants, arrogants, pleins d'histoires qu'ils n'avaient pas encore gagnées. L'un d'eux, un jeune lieutenant nommé Corwin, se tourna vers Eden alors qu'elle passait avec son clipboard et ses manches tachées de graisse. Il ne la reconnut pas. « Vous êtes là pour nettoyer les conduits, madame ?» lança-t-il avec un sourire narquois. Elle s'arrêta une seconde, le regarda. Pas de sarcasme, pas de colère, juste ce calme inébranlable qu'elle avait toujours eu. Puis elle dit 4 mots. « On se verra dans les airs. » 20 minutes plus tard, lorsque Corwin entra dans le simulateur, son rire s'était éteint. Et lorsqu'il vit le nom Echo 1 apparaître sur la liste de combat à côté du sien, il ne parla plus de toute la session, parce que dans la simulation, il ne passa jamais la phase 2. Eden fit l'impossible, encore une fois. Un ratio de kills jamais vu auparavant. Des manœuvres qui n'auraient pas dû être possibles dans un espace confiné. Une extraction parfaite sous un feu simulé. Et elle le fit avec un moteur compromis, encore une fois. Dehors, alors qu'il sortait du bâtiment, pâle et silencieux, Eden passa à nouveau, jetant un chiffon par-dessus son épaule. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Mais le vieux colonel était là, appuyé contre la rambarde, un café à la main. « La prochaine fois que vous verrez une mécanicienne, dit-il doucement à Corwin, regardez ses mains. Des cicatrices comme celle-là ne viennent pas de réparer des hélicoptères. Elles viennent de sauver des vies. » Ce soir-là, Eden marcha sur le tarmac alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Son Apache se tenait immobile sous la lumière dorée, les pales silencieuses, le cockpit fermé. Elle ne monta pas à bord. Elle resta là, une silhouette contre un ciel mourant, observant, se souvenant, respirant. Puis, des ombres du hangar, une seconde silhouette s'approcha. Un civil, la trentaine, discret, sans insigne. Eden se tendit immédiatement. Il sourit légèrement. « Je ne pensais pas vous trouver ici. » Elle ne se tourna pas. « Ça t'a pris assez longtemps. Je n'étais pas sûr que vous étiez réel jusqu'à ce que je voie le rapport. » Elle exhala lentement. « Je pensais que tu étais mort à Kandahar. » Il s'avança. « Presque. Tu m'as sorti de là.
Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser son regard. Ses yeux scintillaient dans le crépuscule. « Tu m'as sauvé », ajouta-t-il. « Maintenant, je travaille pour ceux qui t'avaient presque oublié. Je me suis assuré qu'ils ne t'oublieraient plus. » Elle détourna les yeux vers la ligne lointaine de jets garés sous les projecteurs. « Tu voles encore, Eden? »« Seulement quand je dois, » dit-elle. Puis, après une pause, ce qui est toujours le cas. Il ne posa pas d'autres questions, se contenta de hocher la tête et s'éloigna. Eden resta seul sur cette bande de béton brûlant, sous le clignotement lent du phare de la tour. Non pas parce qu'elle avait quelque chose à prouver, mais parce que quelqu'un pourrait avoir besoin d'elle. Et quand ce serait le cas, elle serait prête. Si cette histoire vous a donné des frissons ou vous a rappelé de ne jamais juger quelqu'un par son uniforme, partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. À les histoires humaines, nous croyons que le vrai courage se cache souvent dans le silence. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez les notifications et rejoignez notre communauté grandissante de personnes qui croient encore en l'honneur, le respect et les secondes chances. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.